Hello! Aujourd'hui, on parle d'une décennie bien trop sous-cotée, mais tellement intéressante en termes de mode. Vous allez voir, on est aux antipodes des années folles. Comme quoi, chaque génération fait vraiment l'inverse de la précédente. Bienvenue dans l'épisode 6 de ma série Histoire de la mode, et aujourd'hui, on parle des années 30. Vous connaissez la chanson, toujours un petit peu de contexte historique pour mieux comprendre les changements du vêtement. En 1929, énorme crise économique qui impacte forcément beaucoup les mentalités. L'ambiance devient très lourde et on accuse la fameuse garçonne des années 20 de tous les maux. Donc la femme libérée est responsable de la crise économique. Il y a un gros retour à l'ordre, à la rigidité. En Europe, les années 30, c'est la montée du fascisme. Et donc ce retour aux valeurs hyper traditionnelles et conservatrices vont forcément influencer la mode de cette décennie. Donc du coup, le contexte économique, donc cette crise, fait que la façon de consommer la mode, elle va aussi changer. Il n'y a que les élites fortunées qui vont pouvoir se permettre d'acheter de la haute couture. Et après, il y a la masse qui aimerait consommer comme l'élite, mais qui n'a pas les moyens. Sauf qu'en fait, ces classes populaires vont justement pouvoir s'habiller comme les élites grâce à un nouveau phénomène. Dans la vidéo sur la Belle Époque, je vous mets le lien ici, je vous avais parlé des grands magasins, les Galeries Lafayette, le Bon Marché, etc. Dans les années 30, de nouveaux grands magasins ouvrent leurs portes. C'est des magasins à prix unique où on vend de tout. En France, il y a le magasin Tout Même, qui est aussi appelé Tout à un franc, qui ouvre sur les Champs-Élysées. On y retrouve des vêtements, de la nourriture, plein d'autres accessoires pour la maison, et tout ça à 1 franc. Ça a inspiré d'autres pays, les Anglais par exemple, avec le fameux Marks & Spencer. En vrai, Marks & Spencer, ça a été fondé en 1884, donc comme les autres grands magasins français. Mais dans les années 30, ils ont diversifié leur offre de magasins, avec justement des magasins qui proposaient des produits à prix fixe. Et c'est ce qui a fait leur succès, et c'est ce qui fait qu'ils existent encore aujourd'hui. Bref, les années 30 sont connues pour leur dimension populaire. Avec déjà en 1936 le Front populaire qui réduit le temps de travail et qui instaure les premiers congés payés. Et globalement, dans la mode, on voit de plus en plus de classes populaires copier les élites. Donc en gros, le style global de la société pour la première fois s'homogénéise. Et donc ce fameux style des années 30, c'est quoi? Le style des années 30, c'est le style sophistiqué qu'on voit au cinéma. L'influence du cinéma à cette époque était énorme. C'était en fait un des premiers loisirs de l'époque. Et au cinéma, les femmes sont élégantes et sophistiquées, donc le mood board de la décennie, c'est un peu cette élégance décontractée qu'on voit dans les films. Du coup, sur les vêtements, tout était dans les détails. Les plissés, les drapés, les broderies et les silhouettes architecturales. Les épaules étaient souvent mises en valeur avec des épaulettes ou des détails de volant. Et les couleurs étaient plutôt neutres, beige, taupe, gris et noir, mais ça n'excluait pas quelques petits outfits très colorés avec des motifs de fleurs, enfin des motifs plutôt audacieux. Pour les accessoires, beaucoup de chapeaux, surtout des chapeaux cloches, des bérets et le must que j'adore, les turbans. Tout ça, trop stylé. Et les femmes de l'époque, elles étaient trop élégantes avec ça. Et à partir de la moitié de la décennie, donc 1935, on retourne à une silhouette en 3 dimensions. Ce qui change vachement par rapport aux années 20 où, souvenez-vous, les femmes se plaquaient la poitrine pour avoir vraiment aucune poitrine. Et pour la première fois dans l'histoire, les seins sont séparés. Donc la poitrine, c'est plus juste un bloc de poitrine, on dessine les seins vraiment comme des cônes à part entière. Et ça, on peut le faire grâce à une nouveauté, la gaine. Un peu comme un corset, mais sans armature. Et surtout avec du caoutchouc. Donc le caoutchouc, il est traité pour pouvoir être associé à n'importe quelle matière et rendre un petit peu plus élastique tous les tissus du quotidien. C'est pendant les années 30 que la lingerie avec les bonnets comme on les connaît aujourd'hui, donc ABCD, etc., se développe pour la première fois. Et ça renforce le phénomène de dimorphisme entre les hommes et les femmes à l'époque où vraiment les femmes sont censées être extrêmement sensuelles et où les hommes sont censés être très carrés, très masculins. Et donc parmi les actrices iconiques qui incarnent ce style très sophistiqué, Greta Garbo, Jean Harlow, Betty Davis, Katharine Hepburn, et la plupart de ces grandes actrices sont habillées soit par Gabrielle Chanel, soit par Elsa Schiaparelli. Deux créatrices iconiques de leur époque, mais qui se détestaient. Déjà, elles avaient des styles complètement opposés. Coco Chanel, elle était connue pour son approche intemporelle et plutôt minimaliste de la mode, avec des designs plutôt épurés et classiques. Donc par exemple, les robes gitanes de Chanel, c'était un succès fou aux États-Unis. En revanche, Elsa Schiaparelli, très audacieuse, très excentrique, avec pour la première fois dans la mode des éléments complètement surréalistes sur des vêtements. Donc du coup forcément elle se disputait un petit peu l'attention des médias et des acheteurs et chacune essayait d'imposer sa propre vision de la mode.
En plus, le petit fun fact, c'était que leur collection était souvent présentée en même temps à Paris, ce qui alimentait encore plus la compétition de qui ira voir quelle créatrice. Elles ont vraiment chacune innové à leur façon. Donc Chanel, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, a introduit la petite robe noire, les tailleurs en tweed, alors que Schiaparelli, c'était plutôt des créations très surréalistes, avec par exemple sa robe à motif de homard en collaboration avec Dali pour renforcer ce petit côté encore plus excentrique et surréaliste. Mais en fait, cette rivalité, elle a été plutôt bénéfique pour la mode à ce moment-là, parce que du coup, ça stimulait encore plus les esprits et l'innovation, et du coup, elles ont eu toutes les deux un impact culturel ultra important. Comme d'habitude, je termine par un petit parallèle entre les années 30 et notre époque. D'abord avec des défilés qui se sont inspirés des années 30 et après je vous recommanderai des tendances des années 30 qui ont été reprises chez des marques éthiques. Pour les défilés, on commence par Gucci avec la collection automne-hiver 2011 par Frida Giannini qui s'est vachement inspirée de l'élégance un peu rétro des années 30. Beaucoup de silhouettes cintrées à la taille avec des épaules structurées et beaucoup de drapés et de plis, tous les symboles des années 30 comme j'ai expliqué. On a aussi la collection printemps-été 2012 de chez Prada avec pareil pas mal d'éléments distinctifs des années 30, des coupes cintrées, des imprimés qui rappellent cette décennie. Un peu plus récemment, on a le défilé automne-hiver de Marc Jacobs qui s'est inspiré de l'ère de la Grande Dépression avec des plis, des drapés et les épaules toujours accentuées. Pour retrouver des éléments typiques des années 30 chez des marques éco-responsables, on peut déjà s'inspirer des silhouettes structurées et féminines avec des robes longues et drapées. Donc on a par exemple celle de chez Jan & June en coton bio et drapée. On a cette robe de chez Armed Angels pareil en coton bio. Sinon cet ensemble un petit peu plus audacieux de chez Kaema qui est disponible sur rechute.com avec la cagoule qui rappelle l'effet turban et la silhouette drapée plissée très féminine, très années 30 avec un petit twist un peu moderne. La lingerie des années 30 a introduit les gaines et on ne peut pas parler de gaines et de lingerie éco-responsable sans parler de Yad qui est une marque qui a été créée par une ancienne de Dauphine comme moi, donc je vous laisse aller checker ça. Et ensuite je voulais absolument vous trouver des turbans éco-responsables, j'ai farfouillé sur internet, j'ai trouvé une marque qui s'appelle Kontokowa et si j'ai bien compris, la plupart des turbans, si ce n'est tous, sont faits en France et quelques-uns sont upcyclés. Donc pareil, je vous laisse aller faire un petit tour sur leur site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous pour pas louper la vidéo sur les années 40 dans 2 semaines. Bisous!